Donc, Sandrine a fait en introduction, un petit peu l'introduction de cet exposé. Et donc, moi, je vais me focaliser sur le lien entre le niveau socio-économique, le bas niveau socio-économique et le risque de diabète de type 2. Donc, je vais vous rappeler quelques études dont on a déjà parlé, puis en fait, j'essaierai d'insister sur les facteurs déterminants qui ne sont pas forcément démontrés, mais en tout cas qui sont l'objet de recherche actuelle, et on terminera sur quelques pistes alimentaires pour réduire le risque. Alors, on l'a déjà vu, on peut évaluer le niveau socio-économique dans les études, soit au niveau individuel, et puis depuis quelques années, en fait, on peut avoir aussi une approche écologique, c'est-à-dire raccrocher un individu à son lieu de vie, et par des indices géographiques qui ont été calculés selon le taux de chômage, l'accès à la propriété, l'isolement, les foyers surpeuplés de chaque zone d'habitation, créer des indices. Les premiers indices avaient été développés au Royaume-Uni avec l'indice Thomson par exemple, et puis donc en France depuis peu on peut utiliser l'EDI ou FDEP. Alors en ce qui concerne les bases de données, les premières données françaises, Sandrine vous en a parlé. J'ai travaillé de façon temporaire sur les bases de données EPIS, donc une grosse base de données qui est à la disposition du CETAF, donc qui est un centre de recherche à Clermont-Ferrand, qui a été l'origine de la création du score EPIS, qui est un score individuel basé sur 11 questions et qui fait partie du questionnaire initial de tous les sujets qui consultent dans un centre d'examen de santé. Puis on a créé sur le plan local quelques bases de données avec le score EPIS. Et puis je vous parlerai de la cohorte OSDIAB, qui est une cohorte sur laquelle j'ai travaillé, qui est une cohorte australienne, qui a l'intérêt d'accumuler à la fois des indices socio-économiques individuels et géographiques, donc pour 11 000 sujets qui ont été suivis pendant 10 ans. Alors la première partie, c'est de vous redémontrer ce que vous avez déjà vu, qui est le lien entre le bas niveau socio-économique et la prévalence du diabète. On peut le voir ici avec le niveau d'études atteint. On voit bien que les personnes de bas niveau d'études ont une prévalence du diabète 4 fois supérieure à celle de haut niveau d'études, mais également, on peut le voir si on s'intéresse à la catégorie socio-professionnelle et également aux revenus. On l'a vu tout à l'heure, ce gradient est supérieur chez les femmes. C'est-à-dire la différence entre 12% de femmes diabétiques parmi celles qui n'ont jamais travaillé est nettement supérieure aux 1,8% de femmes diabétiques chez les cadres. Et donc on a un gradient plus faible chez les hommes sur lequel je reviendrai. Donc le score EPIS avait permis de retrouver le même gradient socio-économique. Si on regarde ici les individus qui n'ont pas de problème de précarité, on les compare aux individus qui sont les plus précaires, et on voit bien que le risque de diabète va jusqu'à des OR jusqu'à 9. Alors on peut se poser la question de l'évolution dans le temps de ce gradient. J'ai cité juste ici 2 études, l'une américaine et l'autre allemande. Alors l'étude allemande semblerait penser que le gradient s'accroît. L'étude américaine nous montre qu'on a une stabilité de ce gradient dans le temps, que ce soit chez les blancs et chez les noirs américains. Donc on voit un gradient avec l'éducation ici, mais qui reste stable au cours du temps chez les blancs et chez les noirs. Il n'y avait pas de gradient chez les Mexicains. Et puis dernière étude que je citerai ici, qui est les premiers travaux sur l'approche géographique, qui montre que dans les zones les plus défavorisées, on a une prévalence du diabète qui est beaucoup plus importante que celle dans les zones les moins défavorisées, mais il y a eu depuis énormément de travaux. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre diabète de type 1 et précarité? C'est finalement un domaine qui peut être trop exploré dans la littérature, et s'il existe un lien, ce serait finalement plutôt un lien inverse, où aux États-Unis comme au Chili, on a retrouvé des prévalences de diabète de type 1 plutôt plus faibles chez des zones d'éducation favorisées avec les revenus plus élevés, également dans les zones urbaines. Alors la partie peut-être que vous attendez plus, c'est qu'est-ce qu'on peut retrouver comme facteur déterminant, savoir pourquoi quand on a un bas niveau socio-économique, le risque de diabète augmente, et donc on a déjà de nombreuses pistes qui ont pu être soulevées, sur lesquelles je reviendrai et vous montrer notamment les études qui ont été faites en population précaire. Hygiène de vie, je parlerai de l'accès aux soins, et puis la notion de perception du futur et fragilité.
Et puis au sommet de tout ça, on a le lien potentiel, enfin le facteur médiateur potentiel qui est l'obésité. Et pour le moment, on n'a pas de réponse pour savoir si est-ce que le risque de diabète passe ou non par l'obésité. Ce qu'on sait, c'est qu'avec l'étude OBEPI, on voit que l'obésité a, comme le diabète, un gradient socio-économique extrêmement marqué. Vous voyez que le taux d'obésité dans les milieux artisans, agriculteurs est beaucoup plus important que si on s'intéresse aux professions intermédiaires ou cadres supérieurs. Et une étude qui est donc à partir de la cohorte OSDIA va essayer de répondre à la question quel était le poids médiateur de l'obésité. Alors, je vais rester un petit peu sur cette diapositive. En fait, donc, ce qui avait été regardé dans cette cohorte, on avait donc séparé ici les gens qui habitent dans les régions les plus défavorisées, qu'on compare à celles qui habitent dans les régions les plus favorisées, et on voit qu'à âge et sexe ajusté, le risque de diabète, quand on vit dans des régions précaires, est augmenté de 50 à 60%. Comme dans cette cohorte, on a accès à toutes les caractéristiques individuelles des sujets, on a pu donc ajuster en plus dans les modèles, donc sur le niveau d'éducation et de revenus, et le risque reste significatif. Si on prend en compte maintenant l'activité physique, le tabac, le risque reste encore significatif. De même que la prise en compte du stress ressenti par les populations précaires. Par contre, lorsque dans le modèle, on prend en compte le tour de taille qui a été, qui peut être donc un marqueur de l'obésité, on peut faire la même chose avec les classes d'IMC, on voit que le lien disparaît. Donc il n'y a plus de lien entre vivre dans une région défavorisée et augmenter son risque de diabète. Et c'est cette étude est la première étude à s'être posée cette question-là, et avec la particularité, donc comme je vous disais, d'avoir un très bon phénotypage des sujets, puisque tous les sujets initialement avaient une charge en glucose avant d'être inclus dans l'étude, et qu'il s'agit d'une étude prospective, puisque ces résultats sont le résultat d'un suivi de 5 ans. Donc, quel est l'effet de vivre pendant 5 ans dans une région défavorisée? Donc, on peut penser avec cette étude que le diabète est un facteur médiateur majeur. Ça me fait passer à la problématique des choix alimentaires qui sont donc identiques pour prévenir le risque d'obésité et de diabète. Et vous citez ici des données plutôt sociologiques qui décrivaient l'alimentation des sujets les plus précaires, avec une approche donc qualitative, et qui montrent que les sujets précaires vont considérer la viande comme étant un substrat essentiel, avoir une alimentation assez excessive en féculents, pâtes, pain, et puis surtout ce qu'on retrouve, notamment ce que vient de souligner aussi Guy, c'est la composante normale des repas était pour certains des sandwichs, des pizzas et les boissons sucrées. Et en tout cas, tous les cliniciens savent bien que les boissons sucrées sont d'autant plus consommées que le niveau socio-économique diminue. L'autre approche alimentaire est une approche, cette fois-ci, qui peut être une approche de modélisation, qui est faite beaucoup par Nicole Darmon, qui est une chercheuse de Marseille, et son équipe avec Mayol, et qui montre qu'en dehors des coûts alimentaires, il y a la vraie problématique de coûts. Et quand on diminue de façon forcée le prix alloué à l'alimentation, donc de 5 € à moins de 3 €, en fait, on voit que le groupe alimentaire qui va être le plus imputé, c'est la consommation de fruits et légumes, alors que c'est le seul facteur, un des facteurs les plus protecteurs du risque de diabète. Autre facteur qui paraît important à prendre en compte, c'est l'activité physique. Alors, ces deux études paraissent intéressantes puisqu'elles suggèrent la première et une étude de revue qui montre que les personnes de bas niveau socio-économique, globalement, auront une moindre activité physique de loisir, une moindre activité physique intense, par contre, plus d'activité physique au travail. Alors, on peut faire ce commentaire pour expliquer que vous avez vu que le gradient socio-économique était plus faible chez l'homme, et on peut en effet penser que cette explication, elle vient de là, que les hommes de bas niveau socio-économique vont avoir des travaux plus physiques, et ça peut peut-être expliquer cela. La deuxième étude que je rapporte ici, celle de Campus,
me parle aussi comme clinicienne dans le 93, puisqu'elle montrait que l'activité physique de loisir, donc l'absence d'activité physique de loisir, passait par des mauvaises connaissances personnelles, mais également une perception inesthétique de l'environnement. Donc réussir à démontrer ça est assez fort. Et c'est vrai que quand on interroge les patients, quand ils sont au bord de la mer au Maroc, en général, ils marchent beaucoup plus fréquemment que quand ils sont dans la Cité de l'Étoile. Et donc ça a été démontré. Autre point à discuter, c'est le recours aux soins. Est-ce que les populations précaires ont autant d'abandon des soins? Et donc ce travail, qui est un travail de Saint-Étienne maintenant un peu ancien, vous porte votre attention juste sur cette ligne de non-recours aux soins, selon le niveau de précarité, donc ici avec les non précaires, et puis diverses catégories de sujets précaires, du moins précaire au plus précaire SDF. Et on voit que plus le niveau de précarité augmente, plus les gens déclarent avoir arrêté les soins ou ne pas avoir été se soigner. Et c'est plus fréquent, c'est plus marqué chez les hommes. Et ici, chez les femmes, on va aussi voir 2% de non-recours aux soins jusqu'à 24% chez les gens, chez les femmes SDF. Donc cette problématique d'accès aux soins et de recours aux soins sera importante. Cette diapositive a été revue par Sandrine tout à l'heure et elle montrait que si on utilisait l'indice de précarité géographique, on retrouvait chez les gens les plus précaires qui sont là en quintile 1, quintile 5, plus de visites au médecin traitant, mais moins de consultations ophtalmologiques. Alors, dans les derniers facteurs que je voudrais citer, c'est les comportements d'avenir. Je n'entrerai pas dans le détail, mais ce travail montre que si vous pensez rarement, si vous ne pensez pas vivre au-delà de 80 ans, les gens qui ne pensent pas vivre au-delà de 80 ans, finalement, ils vont plus souvent fumer, ils auront moins de consommation de fruits et légumes et beaucoup moins de comportements de santé, et que donc pour être capable de mettre en place des comportements destinés à prévenir la dégradation de notre état général, et donc maintenir une bonne santé, il faut penser à l'avenir. Et cette notion de précarité, de rapport au temps est très importante. Ça fait partie de toutes les définitions de la précarité. Donc que ce soit Stroll ou Bourdieu qui disait que c'est vraiment la difficulté de se projeter dans l'avenir. Et on l'a montré aussi avec un travail monétaire avec le professeur Réac. Et puis j'avais parlé de fragilité. Alors qu'est-ce que j'entendais par fragilité? C'est finalement l'accumulation de ruptures. Ça c'est aussi décrit par des sociologues, c'est l'équipe de Parisot et Chauvin à Saint-Antoine, qui parle de la précarité comme une accumulation de facteurs d'exclusion et de rupture. Et donc, sur un plan médical, on pourra voir l'accumulation aussi de facteurs de risque. Et alors, juste pour vous montrer ce que j'avais retrouvé dans l'étude OSDIAB sur une partie de recherche, c'est que quand on regarde les sujets les plus précaires, donc ici sur mon diagramme, ils sont à gauche, donc les sujets les plus précaires vont accumuler le plus de risques de tabagisme, d'hypertension, de diabète, et puis à l'inverse, moins de facteurs favorables, et donc vont accumuler donc, ces facteurs de risque de pathologie. Alors en quelques 2 minutes qui me restent, est-ce qu'on peut réduire ce risque de développer un diabète quand on est précaire? Je ferai juste quelques petits apartés donc, sur les préventions alimentaires, pour vous resignaler que donc, depuis mars a été revoté la reconduction d'un programme européen d'un fruit à l'école dans le but d'éduquer au maximum et le plus tôt possible les enfants à la bonne alimentation. Il existe aussi tout un travail sur l'étiquetage alimentaire, pour notamment un travail que je vais essayer de mettre en place sur l'acceptabilité de l'étiquetage alimentaire, c'est les sujets les plus défavorisés. Et puis dans les centres d'épicerie sociale, on sait, ou dans beaucoup de centres de distribution alimentaire, on met en place de l'éducation alimentaire pour les sujets les plus précaires, pour essayer malgré tout de faire passer certaines informations. On sait que l'éducation permet de jouer essentiellement sur l'attitude
vis-à-vis de la consommation alimentaire, et par exemple ici des fruits et légumes, et que si on veut vraiment être plus efficace, il faut malgré tout une aide financière. Ça a été plusieurs fois démontré, notamment ici par une étude socio-économique. Et puis, toujours dans les politiques de santé alimentaire, c'est la question d'accessibilité. Si vous regardez cette carte sur les magasins dans un quartier pauvre des États-Unis, vous voyez essentiellement des points rouges, a priori, qui sont les magasins de pauvre achalandage en fruits et légumes, alors que les points verts sont ceux qui ont beaucoup de fruits et légumes, et cela, il faut vraiment aller les chercher. Voilà, alors pour conclure, la prévalence du diabète de type 2 présente un très fort gradient socio-économique, qu'il soit individuel ou géographique. Il est plus important pour les femmes et il paraît plutôt stable dans le temps. On peut avoir de nombreuses études qui montrent que les conditions de vie difficiles sont un frein au suivi des règles diététiques, mais et probablement de façon très importante un frein au comportement tourné vers l'avenir et donc vers la santé, et que l'éducation à la santé peut être un point important si on veut réduire l'incidence du diabète dans des populations à risque, si les ressources restent limitées.